Hello! La team Oliron la Caraïbe est ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast. Historiens, géographes, Chercheurs, auteurs en sciences humaines et sociales sont nos invités chaque mois pour discuter de nos sociétés caribéennes. Oliron la Caraïbe est une plateforme numérique avec des vidéos ou encore des articles sur olironlacaraïbe.com et sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire, nos territoires, à écouter, à regarder et à lire. Bonjour à tous. En cette année du 60e anniversaire du crash de DIE le 22 juin 1962, notre association a tenu à faire connaître certains militants et hommes politiques disparus ce jour-là. Nous sommes donc aujourd'hui avec Ronald Selbonne. Bonjour Monsieur Selbonne. Bonjour. Ronald Selbonne, écrivain, journaliste et professeur de lettres dans le secondaire, a écrit en janvier 2013 une biographie d'Albert Béville, alias Paul Niger, ce poète, romancier, essayiste et militant politique qui a marqué de son empreinte la littérature négro-africaine et antillaise, ainsi que l'histoire politique des Antilles de la Guyane. Cet ouvrage, préfacé par Christiane Taubira, a été publié aux éditions Ibis Rouge. Vous avez aussi dirigé un ouvrage collectif intitulé Sonny Rupert, Fils inquiet d'une Niam brisée, publié également en 2013. Plus près de nous et plus proche de notre intérêt du jour, vous venez de diriger et de publier aux éditions Jazor, 22 juin 1962, DIE, Guadeloupe, autopsie d'un crash aérien, avec les contributions, entre autres, d'historiens, de sociologues et de familles de victimes. Vous avez travaillé sur deux hommes importants de l'histoire politique de la Guadeloupe du XXe siècle, Albert Béville et Sonny Rupert. Pourquoi ce choix et quelles ont été vos méthodes de travail? Alors, d'abord, je pense que dans les temps troublés, en particulier les temps que nous vivons, il faut se raccrocher à des exemples et même, je dirais, à l'exemplarité. Et il m'a semblé utile de parcourir la vie de ces deux hommes, Albert Béville, alias Paul Niger, et Sonny Rupert, parce que leur vie, leur œuvre, aussi en tant qu'écrivain, puisque j'enseigne la littérature, pouvait nous éclairer sur notre présent. Ce sont deux vies exemplaires quant à leur parcours historique et deux vies exemplaires quant à leur production littéraire. Albert Béville, comme il est administrateur colonial, donc il existe des dossiers, ce qu'on appelle les dossiers personnels, aux archives d'Aix-en-Provence, et là où on trouve quand même pas mal d'informations. Ensuite, croiser les sources. Et ce qui était intéressant dans ma démarche, c'est que en même temps, je présentais des éléments historiques et je faisais aussi de l'analyse littéraire. Donc, pourriez-vous nous présenter Albert Béville? Alors, Albert Béville, il est issu d'une famille aisée de Basse-Terre. Son père est l'un des premiers avocats nègres de Guadeloupe. Et chose rare pour l'époque, sa mère, c'est une blanche, pays. On dit béquet en Martinique. Alors imaginez ce couple quand même, nous sommes à 20-30 ans après l'abolition de l'esclavage. Et ce couple qui se forme dans la capitale de la Guadeloupe, Basse-Terre, qui a de nombreux enfants. Et ce couple qui va connaître une véritable saignée, parce que l'un des fils va mourir, qui était admis à l'école polytechnique, va mourir lors de la Première Guerre mondiale. Un second médecin en Afrique va mourir en 1936. Et très tôt, Albert Béville va être orphelin, et c'est sa grande sœur Laurence qui va l'élever. Et je pense que c'est un événement assez traumatisant dans l'histoire familiale comme dans l'histoire individuelle. Et voilà donc ce jeune homme qui se lance dans la vie sans les tuteurs que sont père et mère, et qui va devoir créer son propre chemin intellectuel, son propre chemin de vie. Alors, ce qu'il faut quand même noter, c'est que le père était engagé en politique puisqu'il était autour de Légitimus, en même temps de
de Gerville-Riache. Il a été conseiller général de la région de Capesterre. Donc c'est quelqu'un qui est engagé en politique et très certainement, même s'il n'a pas eu le temps de vraiment le connaître, Albert Béville a dû goûter, a dû toucher du doigt cette période d'effervescence politique qui a vu l'apparition de ce que les historiens ont appelé la masse nègre à travers le socialisme nègre de Légitimus. Alors pourquoi sa présence dans le crash a-t-elle suscité autant d'interrogations? Parce que, d'ailleurs, d'abord il n'est pas le seul. C'est sa présence et celle du député Justin Cataillé, et c'est surtout le fait de tout le mystère qu'il y aura après autour de ce crash. Des questions sans réponse, des dossiers qu'on va classer secret défense. Jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines pièces du dossier qui sont inaccessibles parce que ce sont des rapports de police, des rapports des renseignements généraux. Donc certains ont pu être déclassifiés, mais pas toutes les pièces. Et ensuite, parce que c'est la personnalité même de ces deux individus qui étaient deux leaders. Et on se dit, d'une manière un peu statistique, mais quelle est cette malchance qui doit nous toucher pour que nous perdions deux leaders irremplaçables? Et quand je dis irremplaçables, s'agissant d'Albert Béville, je réutilise les mots même d'Édouard Glissant et d'Aimé Césaire qui parlaient à propos de Béville, de leader irremplaçable, parce qu'il avait une formation littéraire comme ces deux-là, une formation économie, une formation de droit. Il avait, de par sa fonction d'administrateur colonial, touché à l'organisation, à la gestion de la chose publique. C'était véritablement un homme d'État. Béville, comme Rupert d'ailleurs, est issu d'une famille bourgeoise. Comment pourrait-on expliquer cette rupture avec des idéaux généralement assimilationnistes de cette classe sociale? Alors, première chose, il faut qu'on soit juste avec les concepts, précis dans les concepts. Je ne crois pas qu'on puisse utiliser le terme de bourgeoisie, sauf dans un sens très 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 large, pour des enseignants par exemple. Okay? Si on s'en tient à la stricte définition marxiste, un enseignant c'est pas un bourgeois, un enseignant c'est un travailleur aisé. Donc il ne faut pas confondre compte en banque et appartenance à une classe sociale, c'est-à-dire là où on se trouve dans l'appareil de production. Bon, si on accepte l'utilisation abusive de ce terme bourgeoisie, là encore, il faut qu'on s'interroge sur le terme assimilation. Est-ce qu'on peut dire, quand on regarde objectivement l'histoire de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, que l'assimilationnisme a été du côté de la petite bourgeoisie, de la grande bourgeoisie, avec tous les guillemets que je peux mettre? Est-ce que, comme l'a fait justement remarquer Béville, l'assimilationnisme n'est pas quelque part constitutif de notre personnalité historique? Et auquel cas, cet assimilationnisme irrigue toute la société. Toute la société et toutes les couches sociales. Donc, à mon avis, il faut éviter ce genre de schématisme pour dire c'est la bourgeoisie, comme elle était lettrée, elle était plus nourrie aux sources, aux mamelles de l'instruction française, donc elle était assimilationniste. Et de notre côté, il y avait le paysan, le travailleur, qui était le résistant culturel, etc. Je crois que dans la réalité, les choses ne sont pas aussi tranchées. Chaque fois, je prends pour exemple, regardez le geste héroïque d'Haïti en 1804. Que font les Haïtiens? Ils prennent le drapeau français et ils enlèvent la partie blanche. Est-ce que je ne peux pas dire, dans ce cas-là, que c'est un geste quelque part assimilationniste? Et on pourrait parler, je suis originaire de Marie-Galante, quand je regarde par exemple la place du Quadrille, c'est pas la bourgeoisie, de toute façon, ça n'existait pratiquement pas à Marie-Galante, enfin bon, à part, après toute la période sucrière, mais c'est le peuple qui dansait le Quadrille.
Alors, c'est de l'assimilationnisme ou pas? Je dis, bon, il faut qu'on soit précis dans ces termes. Et justement, ce qui m'a intéressé dans la pensée de Béville, c'est qu'il mettait au cœur de sa réflexion l'assimilation. En particulier, dans son texte archi connu, l'assimilation, forme suprême du colonialisme. Et c'est un élément que nous n'avons pas suffisamment pris en compte. Et quand je dis nous, c'est le mouvement patriotique, autonomiste, indépendantiste de Guadeloupe et de Martinique, même quand nous avons utilisé le terme. La preuve, c'est que nous avons mené, en dupliquant, en recyclant pratiquement tel quel, nous avons mené des luttes de libération nationale, alors que ce qu'il fallait que nous menions, c'est des luttes de construction nationale, parce que notre nation n'est pas construite, parce que si objectivement nous sommes une nation, mais cette nation n'est pas encore, d'un point de vue de la subjectivité, dans la conscience des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Guyanais. Donc ce terme d'assimilation, je pense qu'il mérite encore réflexion, qu'il mérite précision. Et donc pour revenir précisément à la question, une fois que nous sommes d'accord un peu sur les limites des concepts, je crois que c'est un peu normal. C'est un peu normal que c'est dans cette petite bourgeoisie, je remets encore tous les guillemets nécessaires, que la prise de conscience de race, de classe et la prise de conscience nationale se déroule. L'individu qui est soumis au rythme de la nature, se lever, chercher de quoi subsister, etc., il n'a pas le temps de cette réflexion. Celui qui a du temps libre, je renvoie aux travaux de certains sociologues connus, celui qui a du temps libre est en mesure de réfléchir sur sa situation. Donc c'est un peu normal, hein? C'est un peu normal que l'instruction, elle est dans ce cas française, parce que nous sommes français, ouvre les chemins de l'émancipation, paradoxalement, alors même que cette instruction avait pour but d'endormir les gens. Et là, je reprends, là encore, une expression de Béville. Alors, Albert Béville, haut fonctionnaire de l'État français en Afrique, se met à militer dans les milieux autonomistes antillais. Comment est-il perçu par les départementalistes antillais à l'époque? Alors déjà, ça peut paraître paradoxal. Je le disais récemment, fin des années 80, j'avais entendu une interview de Guy Tyrolien sur Radio Tambour qui disait « J'étais un colonialiste » pour parler de sa situation d'administrateur. Alors oui, c'est un paradoxe. Mais il faut savoir pourquoi je parle de Tyrolien, parce que Tyrolien et Béville ont eu le même parcours. Ils se sont intéressés très tôt, dès le lycée Carnot, à l'Afrique. Et le meilleur moyen pour eux d'aller en Afrique à l'époque, c'était de passer par l'École nationale de la France d'outre-mer. On n'allait pas prendre un billet, on n'allait pas en vacances en Afrique, on n'allait pas s'installer comme ça en Afrique. Donc le meilleur moyen pour eux de connaître l'Afrique, c'était de passer par cette école, l'école dite coloniale, de devenir administrateur, de se mettre au service de l'Afrique, de donner à l'Afrique les outils de sa propre émancipation. Alors, comment Béville est perçu? Béville comme Tyrolien d'ailleurs. Quand on regarde les rapports, puisque c'est un fonctionnaire, donc toutes les années il y a des rapports, premièrement, on dit qu'il fait très bien son travail, que c'est un administrateur brillant. Alors, pour lui comme pour Tyrolien, on va leur reprocher d'être un peu trop proche des milieux africains. La preuve, c'est qu'ils seront tous les deux proches du Rassemblement démocratique africain, ils vont militer au RDA pour l'émancipation de l'Afrique. Ici, alors, je vais prendre l'exemple du journal Match. Au début, quand Béville vient en vacances, il est célébré par Camille Jabot et le journal Match, le brillant élève de la colonie, puisqu'il avait eu le prix de la colonie en 1936, le prix du gouverneur, pardon, en 1936,
Et il est célébré, les rapports dans les journaux, brillante intervention de Béville sur le jazz, brillante intervention de Béville, je ne sais pas sur tel écrivain. Et au moment de la création du Fonds antillais-guyanais, là, Camille Jabour en particulier va devenir fou, va commencer à insulter Béville, comment Béville mord la main qui le nourrit, etc., etc. Béville veut installer en Guadeloupe un petit royaume africain dont il sera le roi, etc. Donc voilà, là, c'est vraiment le changement total de discours, comme si on avait touché à quelque chose qui relève de l'existentiel de ces départementalistes, alors que, je le rappelle, Béville ne demandait pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane que l'autonomie. Vous faites souvent référence à la désillusion de la départementalisation. Pourquoi a-t-elle déçu beaucoup d'intellectuels, d'ouvriers, d'hommes et de femmes des Antilles et de la Guyane? Béville ou Rupert y ont-ils fait référence dans leur prise d'opposition? Au moment où on vote la loi de 1946, il est attaché au ministère des colonies. Et il va tout de suite voir qu'il y a un danger, que les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et aussi de la Réunion vont perdre leur autonomie, en particulier leur autonomie fiscale. Il va, de Paris, alerter les associations, les hommes politiques pour leur dire non, ne votez pas cette loi. Il faut garder notre spécificité. Voilà. Il ne sera pas entendu. La loi va être votée. Et donc, Béville va très tôt poursuivre le combat. Et très tôt, il a compris. Quand on regarde, là, j'en viens à l'aspect littéraire, quand on regarde les poèmes qu'il écrit en 1944, contre le colonialisme, le néocolonialisme, contre le paternalisme, on peut dire qu'il a déjà tout compris. Il a compris les jeux et les enjeux de la domination coloniale, en particulier de la domination française. Donc il ne se fait pas d'illusions. On peut prendre aussi le portrait qu'il dresse de certaines élites africaines dans son premier roman, Les Puissants. On voit qu'il s'attaque un peu, il y a un personnage qui ressemble très fortement à Léopold Sédar Senghor. Et là, il dit cette phrase prémonitoire: nos anciens amis nous ont échappé. Nos anciens amis nous ont échappé. Donc c'est quelqu'un de lucide. C'est une lucidité tragique. C'est une lucidité tragique dans la mesure où, en même temps, il sait qu'il est haut fonctionnaire. Donc, il doit jongler entre Béville et Paul Niger. C'est une lucidité tragique parce qu'il a conscience que ces Antilles, quand je dis ces Antilles, SES, ces Antilles n'ont pas encore atteint, d'un point de vue de la conscience, le stade de conscience nationale. Donc, qu'il faut partir de cette réalité. Il faut partir de cette réalité. Les idées, ce sont des choses très intéressantes, mais si les idées ne sont pas rattachées à la stricte réalité, elles vont tourner comme des toupies, ou alors ceux qui produisent ces idées vont être comme les derviches tourneurs en Turquie. Ils vont vivre de leur propre ivresse. Une idée doit s'enraciner dans le réel. Et c'est pour cela que, par exemple, Béville a milité pour l'indépendance des pays africains, mais pour Guadeloupe, Martinique, Guyane, c'était l'autonomie. Parce que c'était le niveau de conscience et le niveau de stratégie politique que pouvait supporter la conscience antillo-guyanaise. Donc, voilà, il est très lucide. Sonny Rupert est d'une autre génération. Béville né en 1915, Sonny Rupert en 1940. Sonny est le fils de la décolonisation. Sonny n'est pas est fils de son temps. Les mouvements de décolonisation, la preuve c'est que il s'engage en Algérie du côté du FLN. Donc à la limite, j'ai presque envie de dire que la prise de conscience dans le cas de Sonny Rupert est peut-être plus facile que celle que dans le cas de Béville, où il a fallu, dans le cas de Béville, qu'il construise ce propre chemin
de décolonisation. Sonny Rupert a bénéficié quand même d'une ambiance internationale qui favorisait cette prise de conscience et qui visait à rompre l'illusion départementaliste. D'accord. Alors, Albertville a été perçu comme un danger pour l'unité de la France. Qu'est-ce qui, selon vous, tend à le prouver? Bon, déjà les rapports de police, les rapports gouvernementaux. Quand le Premier ministre de l'époque, Michel Debré, se permet de dire dans un conseil interministériel, je vais m'occuper personnellement du cas de Béville. Il dit, et nous avons les traces écrites dans ces comptes rendus des conseils de ministres. Je vais m'occuper personnellement du cas de Béville. Il faut savoir que la France ne voulait plus connaître ce qui s'était passé en Algérie. Okay? Ils ont dit, voilà, ils sentaient déjà que, alors, le front anti-guyanais, c'est 1961. Je pense que dans la tête de Gaulle en 61, il sait que l'Algérie c'est terminé. Donc, il ne voulait plus connaître ce qui s'est passé en Algérie. Il ne voulait plus non plus. Il ne voulait pas non plus que se réalise ici, c'était leur grand fantasme, un deuxième Cuba, au point que le Premier ministre Michel Debré donne l'ordre à des bateaux de guerre de croiser plus régulièrement dans les eaux territoriales des Caraïbes. Il met en place, dès 1961, des antennes de la DST, etc. Il y a une réponse, quand on regarde la réponse gouvernementale, il y a une réponse qui est surdimensionnée par rapport à l'ancrage, à la réalité de ces idées autonomistes dans la population. Ils nous ont pris au sérieux, ils ont pris ces idées au sérieux. Ça ne veut pas dire que ces idées n'étaient pas sérieuses, mais voilà, c'était ni l'Algérie ni l'Indochine. Alors, Béville, contrairement à beaucoup d'autres militants de l'époque, n'adhère pas au Parti communiste. Quelles étaient ses prises de position et étaient-elles quand même influencées par les idées marxistes? Alors, tout à fait, c'était un marxisant. C'est un marxisant. C'est un marxisant. Alors, il y a une très belle, dans l'ouvrage que je viens de diriger, il y a une très belle analyse de Franck Garin à propos de la pensée économique de Béville. Et Franck Garin montre les sources de cette pensée. Donc, c'est toute l'école un peu marxisante sans être marxiste. Alors, très certainement, alors je vais partir d'un aveu que m'a fait Rosan Girard quand j'ai commencé à travailler sur Albertville. J'ai eu des échanges de courriers avec Rosan Girard et il me disait, dans sa tête, Béville était le nationaliste non communiste qui pouvait prendre la tête du mouvement d'émancipation guadeloupéen. Parce que Rosan Girard en était arrivé au point de dire que ce n'était pas possible qu'un communiste ou qu'un parti communiste, compte tenu de la situation géopolitique de la Guadeloupe, prenne le pouvoir. Okay? Donc il fallait laisser une façade nationaliste. Et pour Rosan Girard, Béville pouvait être ce leader nationaliste capable un peu d'endormir la vigilance anticommuniste des États-Unis d'Amérique. Certaines personnes pensent, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, que c'est Albertville qui était visé dans un éventuel attentat sur le vol Air France 117 du 22 juin 1962. Votre dernier ouvrage nous apporte des réponses à ce sujet. Béville, Cataillé, Tropos, ou les trois à la fois? Bon, je pense que s'il y a quelqu'un qui est visé, c'est plus Cataillé. Cataillé avait un véritable ancrage populaire. Le peuple de Guyane suivait Cataillé. Béville n'était pas connu en Guadeloupe. Il retournait pour implanter une section du front anti-guyanais. Alors même si ce front avait été dissous, mais il continuait ses activités dans la clandestinité. En particulier, c'est le front qui va organiser le départ de jeunes
martiniquais, guadeloupéens, Sonny Hooper, Daniel Boukman, Roland Tesoros, qui va organiser leur marronnage afin qu'il évite de faire la guerre d'Algérie du côté des Français. Donc le front continue son activité et Béville rentre en Guadeloupe avec une mission simple, c'est implanter une section du front en Guadeloupe. Okay. Et puisque le front, après une grande réunion, une grande discussion, avait décidé d'implantation nationale. C'est ce qu'on va voir après avec l'affaire de l'OJAM, qui est quelque part l'implantation martiniquaise du Front anti-guyanais. Donc, s'il y a quelqu'un qui est visé, je pense plus que c'est Kataïé, mais bon. Ils ont dû faire d'une pierre ou deux coups ou trois coups, ce qui est possible. Alors, dans cet ouvrage, j'ai vraiment voulu mettre sur la table toutes les pièces du dossier. Donc, il y a des intervenants dans l'ouvrage qui disent clairement c'est un attentat, d'autres qui disent que c'est un accident. En tout cas, le lecteur, il aura les différentes visions, les différentes versions, les différentes hypothèses. Je crois que c'est l'ouvrage le plus complet qu'on puisse faire aujourd'hui en l'état de connaissance des documents que nous avons. Pensez-vous donc que l'expérience du Front anti-guyanais pour l'autonomie, c'est-à-dire ce désir de s'unir pour fonder un front commun, a été concluant pour l'époque? Et qu'en est-il aujourd'hui de cette volonté d'union? Non, ça n'a pas été concluant. Ça a été concluant d'un point de vue intellectuel. Ils nous ont laissé des éléments d'analyse vraiment très intéressants. Mais ça a été un échec. Un échec, parce que le leader irremplaçable a disparu, parce que cette volonté d'union, je le rappelle, il partait sur l'idée de fédération. Alors, c'est vrai que dans les débats du mois d'avril, à la suite de ces débats, ils ont enlevé l'idée de fédération. Mais quand même, ils pensaient, et ça c'est une des grandes idées de Béville, parce qu'il avait une formation en économie, il pensait qu'il fallait avoir une masse suffisante en termes de ressources démographiques, en termes de ressources naturelles, et il pensait toujours cette union Guadeloupe-Martinique-Guyane avec un focus assez important sur le rôle de la Guyane, qui a de l'espace, qui a des ressources naturelles. Donc cette idée fédérale est un échec. Sincèrement, je crois en revanche que cette volonté d'union, on peut l'appeler fédération, on peut l'appeler comme on veut, elle est encore aujourd'hui nécessaire. Alors cette union doit se faire Guadeloupe, Martinique, Guyane, parce que nous avons, des intérêts administratifs communs, nous avons une langue commune, c'est plus facile de communiquer, mais très rapidement, nous devons l'élargir au reste de la Caraïbe. Ça reste aujourd'hui, au moment où je vous parle, une utopie, mais une utopie intéressante. Une utopie intéressante parce que d'un point de vue encore, et nous avons le recul, d'un point de vue économique, nous avons certes des économies qui ont des éléments de concurrence, mais je crois que le fait de se rassembler, de former un marché plus important, c'est beaucoup plus intéressant pour nos productions, même pour nos productions concurrentes. Donc c'est une idée encore à creuser, cette fédération, cette unité Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et donc là, il faut relire encore attentivement Béville. On va enlever tout ce qui était un peu discours des années 60, libération nationale, mais le fond du discours sur l'assimilation, sur le rassemblement des forces anti-guyanaises est toujours d'actualité. Vous avez écrit avec d'autres un livre sur Sonny Hooper, qui a des traits communs avec Albert Béville concernant son engagement politique, mais qui à une époque plus proche de nous s'est engagé dans la revendication d'écrire en créole.
Peut-on dire qu'écrire en créole soit une forme de rébellion? Oui et non. Puisqu'avant Sonny Rupert, certains écrivaient en créole, certains faisaient des rimes en créole, et certains étaient de fiefés départementalistes. Donc, la langue en soi n'est pas révolutionnaire. L'utilisation de la langue en soi n'est pas révolutionnaire. C'est ce qu'on en fait. Ibo Simon, avec ses propos xénophobes, racistes, négophobes, utilisait un créole basilectal. Donc, voilà. Donc, l'utilisation de la langue en soi n'a rien de révolutionnaire. C'est l'usage qu'on en fait. Ce qu'a fait Sonny Rupert, c'est un usage révolutionnaire de la langue. D'abord, il vient au créole en réaction, parce qu'il est enfermé, entre guillemets, en Algérie. Il entend les massacres de mai 67 à Pointe-à-Pitre, et il se dit, mais là, il faut que je fasse la révolution, je vais quelque part m'attaquer symboliquement à la France, donc je vais arrêter d'écrire en créole, ça ne sert à rien, puisque en même temps, il est dans une démarche marxiste, je dois élever le niveau de conscience de mon peuple. À cette époque, le peuple guadeloupéen parle et comprend à 90% le créole, et uniquement le créole, pas le français. Et donc, il se met à écrire en créole. Quand il va rentrer en Guadeloupe, il va observer le parler paysan. Et il va se dire, mais voilà, il y a un réservoir d'images, un réservoir lexical que je vais trouver chez les paysans. Il y a aussi un réservoir de sonorité que je vais trouver dans le Goka. Et c'est en faisant le mix de ces deux réservoirs qu'il va produire sa propre poétique, raison pour laquelle beaucoup de poèmes de Sonny Rupert ressemblent à des chansons, avec des parties de refrains qui reviennent, beaucoup d'allitération, beaucoup d'assonances. Il a vraiment été à l'écoute du créole et pour pouvoir produire, encore une fois, sa propre poétique. Quels sont aujourd'hui, 60 ans après la disparition brutale de Béville, 31 ans après le décès de Sonny Rupert, les héritages laissés par ces deux figures? Bon, déjà leurs œuvres. Si nous, Guadeloupéens, on se mettait à lire les œuvres de ces écrivains, ce serait déjà bien. Je crois qu'un écrivain, il laisse d'abord comme héritage ses œuvres. Ces deux-là n'ont pas écrit beaucoup, donc on pourrait très facilement lire leurs œuvres. Ça pose un problème de la transmission. Ok, une grande question, où trouver les œuvres, par exemple, de Béville? Les œuvres de Béville sont introuvables, même en bibliothèque, même aux archives. Donc il y a là quelque chose à causer, qui est de l'ordre de la mémoire, de l'ordre de la transmission. Parce qu'aucun pays ne se construit sans mémoire, sans transmission. Par ailleurs, donc ça c'est pour les œuvres littéraires, par ailleurs, et c'est surtout Béville, parce que Sonny, on ne peut pas dire que Sonny a été un grand penseur politique, ça a été un grand militant politique, mais il n'a pas été un grand penseur politique comme Béville. Et je crois que plus que jamais, la pensée de Béville est d'actualité. Il avait mis le doigt sur quelque chose que ses fils, ceux qui vont former le gong, n'ont pas vu ou n'ont pas voulu voir. Je dirais même n'ont pas voulu voir. Parce qu'ils étaient emportés par leur époque, par leur temps. C'est plus excitant. Et si j'étais à leur place, j'aurais fait pareil. C'est plus excitant de prendre pour modèle Che Guevara qu'Albert Béville. C'est plus excitant de prendre pour modèle Fidel Castro que Rosan Girard. Je comprends, j'aurais eu 20 ans dans les années 60. Très certainement, j'aurais pris, et connaissant mon tempérament, j'aurais pris la même voie. Mais avec le recul, et c'est là où le travail de l'historien, de l'intellectuel intervient, avec le recul, on peut dire que la pensée de Rosan Girard était la plus juste, que la pensée d'Albert Béville était la plus juste, sur les élections, sur la langue, sur un certain nombre d'autres éléments. Et il faut retourner à cette pensée. Donc c'est une pensée qui est par certains aspects datée, mais par d'autres, en particulier, si je m'en tiens à Béville, sur l'assimilation, c'est une pensée qui est totalement
d'actualité. Et si on lisait plus Béville, si on lisait plus Horizon Girard, ça nous aurait évité certaines dérives trotskistes, pseudo-marxistes, auxquelles on assiste encore aujourd'hui dans la conduite de nos mouvements d'émancipation. Parce que, excusez-moi, la règle de base du marxisme, c'est quoi? C'est de partir de la matière. Et si on part de la matière guadeloupéenne, la matière socio-historique guadeloupéenne, on ne peut pas dire qu'on va libérer la Guadeloupe avec les armes. On ne peut pas dire élection c'est course à chien. On ne peut pas dire un certain nombre de choses. Okay? Donc, il y a, curieusement, à la tête de certains mouvements d'émancipation en Guadeloupe, en Martinique, une analyse qui est boiteuse. Et boiteuse, là, je reprends le titre d'un des premiers recueils de Sonny Rupert, boiteuse. Nous avons une analyse boiteuse. Et en partant d'une analyse boiteuse, nous ne pouvons proposer que des chemins aveugles ou myopes à notre peuple. Mais justement, est-ce que tous ces hommes et femmes engagés, donc on a cité Sonny Rupert, Albert Béville, on pourrait aussi citer les Gerty Archimède, Valentino, Horizon Girard, comme vous dites, etc. Est-ce que toutes ces grandes personnalités pourraient servir de modèle pour les générations d'aujourd'hui? Oui, mais moi, encore une fois, c'est ce que je disais au début. Surtout quand on est dans des temps troublés, il faut se référer à des phares. Alors, ce ne sont pas, quand on parle de modèle, on ne parle pas de modèle comme on parle de modèle en couture, ce ne sont pas des patrons. C'est-à-dire, on découpe le même type, non. Ils ont eu un discours qui, par certains aspects, est daté, mais il y a des éléments, au moins, je dirais, il y a au moins, dans tous les noms que vous avez cités, des éléments qui relèvent de l'éthique politique et qu'on devrait prendre comme modèle. Mais pour pouvoir prendre toutes ces grandes personnalités comme modèle, il faut déjà aller lire leurs discours, il faut lire leurs œuvres, il faut s'imprégner, il faut interroger leurs œuvres. Et c'est ce travail que nous ne faisons pas. J'ai l'impression que, quand je regarde un peu l'histoire plus ou moins récente de la Guadeloupe, que nous avons des générations spontanées, des générations qui se réclament sans père, sans mère. C'est avec eux que tout commence. Okay? Et chaque fois, j'ai l'impression que nous devons tout recommencer à zéro, tout reconstruire. Il n'y a pas, dans le processus historique guadeloupéen, il n'y a pas de capitalisation. En tout cas, quand je dis il n'y a pas de capitalisation, c'est l'impression que j'ai qu'il n'y a pas capitalisation, ou alors, pour être un peu plus exact, il n'y a pas suffisamment de capitalisation. Capitalisation des expériences passées. On pense, quand vous regardez des jeunes, si un jour on m'avait dit que je pourrais utiliser cette expression, des jeunes qui s'expriment sur les réseaux sociaux, qui ont leur chaîne d'histoire, mais ils parlent, mais en ignorant les travaux de ceux qui les ont précédés, comme s'ils avaient inventé, voilà. Et donc, comment on peut construire quelque chose si on n'est pas conscient de là où on se trouve? Et de là où on se trouve, c'est savoir qu'un tel a fait, un tel a dit, etc. Et ensuite, je me libère. Ensuite, je trouve mon propre chemin. Mais je répète à l'envi cette phrase de Paul Valéry, le lion est fait de gazelles digérées. Mais bouffons d'abord les gazelles et ensuite nous serons lions. Mais il y a des gens qui croient que, ils ont fait lion. Ils ont sorti davantage maman, ils ont tout lion. Mais voilà. Merci infiniment, M. Selbonne, pour votre éclairage sur ces hommes peu connus du grand public, mais qui ont joué un rôle actif dans notre histoire et sur ces questions importantes pour appréhender les problématiques actuelles de notre territoire. À bientôt sur Oliron la Caraïbe pour un prochain podcast. C'était le podcast d'Oliron la Caraïbe. Oliron la Caraïbe, c'est une plateforme numérique avec également des vidéos ou encore des articles Sur olironlacaraïbe.com Et sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire nos territoires À écouter. à regarder et à lire.